Qu'est-ce qui s'est passé depuis la COP21, depuis un an donc, et l'opération Train to Paris? Depuis un an, beaucoup de choses se sont passées dans le concret. Je crois que si COP21 était une conférence de vision, on attend de COP22 qu'elle soit une conférence d'action et de faits. Donc je vais vous dire un peu ce que nous avons fait depuis un an. Déjà, c'était préparé pour la COP 21, la déclaration que la majorité des membres de l'UIC, les 200 grands réseaux du monde, ont signé. Déclaration qui va au-delà des engagements qu'ils avaient déjà concrétisés depuis 1990 pour réduire encore plus les émissions de CO2, de NOx, de 50 à 60% d'ici 2030, pour diviser par deux la consommation d'énergie et la rendre de plus en plus électrique et propre, et pour également augmenter la part de marché du ferroviaire, à la fois passager et fret. Donc ces engagements ont été pris, mais au-delà de prendre des engagements, ils rentrent effectivement dans les faits. Et tous les indicateurs que nous avons montrent que beaucoup de choses ont pu être concrétisées au travers de projets, au travers de développement technique ou d'organisation pour dire, et je le dirai d'ailleurs à Marrakech, que les engagements pris sont sur la bonne voie et seront atteints, voire même dépassés. En quoi finalement le train est un mode de transport plus propre? Ça a été dit et répété, 25% je dirais, des émissions viennent du mode des transports, tout mode confondu, mais le chemin de fer n'en représente qu'1% de ces 25%. Et donc quelque part, il a déjà, je dirais, une bonne note environnementale. Mais vous savez, depuis un an, je crois qu'il y a aussi des prises de conscience qui se sont développées. C'est-à-dire qu'en fait, on a compris progressivement que si le chemin de fer a effectivement des atouts, il ne les a pas tous. Et la contribution socio-économique des modes, et du ferroviaire en particulier, ne sera optimisée que s'il travaille en synergie. Si vous ajoutez tous les atouts, les efforts de l'ensemble des modes de transport intra-urbain et interurbain vers le plus, je dirais, d'énergie propre, moins d'émissions, plus de transferts équilibrés, vous arrivez à, par rapport à ne rien faire du tout, une économie de 100 000 milliards de dollars en 20 ans, 25 ans, 30 ans, peu importe la durée. Ce qui prouve, si vous voulez, que nous sommes là dans un cercle vertueux d'investissement dans le mode ferroviaire au sens le plus large. Et je crois que ça, un certain nombre de décideurs, notamment de décideurs financiers, les grandes banques d'investissement, l'ont particulièrement compris. Alors, quelles sont les difficultés, parce que je suppose que tout n'est jamais simple, les difficultés pour réaliser de tels challenges? Je crois qu'il est clair que les progrès dans le domaine de l'environnement nécessitent de toute évidence de l'innovation technologique, et Dieu sait si nous cherchons ici à l'UIC, qui est un peu le temple de l'innovation ferroviaire dans le monde, à la développer, mais aussi une volonté politique. Quand le troisième objectif s'appelle Shift to Rail, c'est-à-dire en fait on déplace vers le rail des transports plus polluants, plus encombrants, tout ceci, oui, c'est bien, mais on n'est pas les seuls acteurs ou moteurs ou vecteurs de cette décision. Il faut derrière une volonté politique. Alors je n'ai pas dit que le rail faisait tout, j'ai bien dit qu'on était dans une démarche de prise de conscience d'une optimisation modale, ce que j'appelle le transportation mix, où chaque mode doit apporter effectivement ce qu'il peut donner, offrir de mieux pour la société en termes de capacité, de sécurité et maintenant de développement durable. Et puisqu'on parle de demain, quels sont vos projets et les combats les plus importants à mener aujourd'hui? Des projets techniques très concrets, nous en avons plusieurs actuellement en cours à l'UIC, comme le projet Merlin par exemple, qui est un projet de meilleure distribution de l'énergie ou de récupération de l'énergie de freinage qui pourrait par exemple rendre les gares plus ou moins autonomes en matière énergétique. Nous avons également mis en place des indicateurs Eco-Passenger, Eco-Freight, qui permettent effectivement de calculer le carbon footprint, l'impact énergétique de différents transports. Dans le rapport des Nations Unies qui va mettre en évidence un certain nombre de pistes pour améliorer la mobilité durable, ressort en particulier quelques clés. Et en particulier les clés d'une stratégie réussie
pour le développement durable. Alors ça marche en anglais, je vais vous dire, c'est les 5 S. D'abord, il faut de la synergie. Okay, donc la synergie entre les modes. Ensuite, il faut une préoccupation forte sur ce qu'on appelle les spills, les émissions, et les spend, et leurs coûts. Il faut également ne pas se concentrer uniquement sur ces aspects d'émissions, car l'environnement est au-delà. Il s'intéresse aussi à l'espace. Et l'espace, il y a la congestion urbaine. Il s'intéresse également à tout ce qui est le bruit, sound. Et enfin, à tout ce qui est social. Car tout ceci a pour bénéfice, effectivement, des impacts sociétaux. Alors, c'est un secteur qui est extrêmement riche. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres clés pour un peu comprendre toutes ces données? Je pense qu'il faut effectivement prendre conscience de ces enjeux sociétaux. Donc 2 milliards de personnes n'ont accès à aucun moyen de transport dans le monde. 2 milliards de personnes vivent avec moins d'$1 par jour. 2 milliards de personnes vont s'urbaniser dans les 15-20 prochaines années, et 2 milliards de personnes vont augmenter la population mondiale. Mais vous pouvez aussi rajouter qu'1 milliard de personnes n'a aucun accès à l'énergie, et 1 milliard de personnes n'a aucun accès à l'eau. Vous pouvez rajouter que 3,5 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution, ou que la congestion urbaine représente 1% du GDP en Amérique du Nord, 2% en Europe, et 8% dans certaines grandes villes. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui prouvent que le transport peut avoir un impact fort pour améliorer une accessibilité durable, mais avec une stratégie beaucoup plus innovante, beaucoup plus intégrante pour que la contribution socio-économique soit plus performante, soit meilleure. Je vous remercie. Il y a tellement de sujets intéressants que je pense qu'on va être appelé à se revoir et à discuter de tout ça. Ce sera toujours un immense plaisir.